Bonjour à tous, malgré un petit souci technique imprévu, je suis quand même très fier de sortir ce nouvel épisode de Parallèle dans lequel j'ai le grand honneur de recevoir un homme de science accompli. Après avoir travaillé pendant des années sur le sujet des trous noirs avec Stephen Hawking, rien que ça, il s'est pris de passion pour la vulgarisation des sciences afin de mettre l'infiniment grand mais aussi l'infiniment petit à la portée de tous. J'espère que vous voyagerez dans les étoiles autant que moi lors de l'enregistrement de cet épisode. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Christophe. Bonjour Manuel. Alors bah écoute, je te Pardon, je présente vais te mettre Corben direct, je me suis trompé. J'ai lu Manuel au moment où tu me l'as dit, donc comme tu veux, il y a aucun souci. Tu peux m'appeler Manu, Manuel, Corben ou ça même marche. Jean-Pierre si ça te fait plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Euh, alors, pour se présenter aux gens qui nous écoutent, donc tu t'appelles, alors je vais te donner ton nom, hein, Christophe Galfard. Tu es écrivain scientifique, physicien. Voilà, et donc je tenais à te recevoir dans ce podcast pour qu'on parle un peu de ce qui t'anime, de ta passion, de où c'est venu, de ce que tu fais, etc. Mais avant de commencer, je voudrais que tu me donnes ta météo intérieure. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te sens? Alors pour expliquer un peu le concept pour ceux qui nous prendraient en cours de route, la météo intérieure, bah, c'est comme la vraie météo hein, avec Evelyne Delia et tout ça, sauf qu'au lieu de donner le soleil et la pluie, bah tu dis comment tu te sens dans ton petit cœur. En gros, c'est ça. Écoute, je me sens entre deux masses d'air quoi, qui se rentrent dedans, entre le froid et le chaud. Donc soit on peut partir côté orage, soit on peut partir côté ciel bleu de l'autre côté. Je suis pas bien sûr encore. Plutôt combatif, disons. On est combatif dans une D'accord. période qui est un peu compliquée et avec des instabilités dans le ciel, on le sent. Ouais, ouais. Alors justement, cette période, tu la vis comment là en ce moment? Écoute, je suis confiné. Dans un endroit qui est pas vraiment chez moi, donc c'est un peu étonnant. Mais voilà, confiné. Et puis j'ai de la chance d'avoir un petit espace extérieur pour pouvoir aller faire quelques pas et respirer un petit peu. Et je pense tout le temps à mes proches, quoi, ceux qui sont un petit peu plus vieux, et à mes amis, et à tous ces gens-là qui combattent tous les jours, qui sont en première ligne et qui risquent un peu leur vie pour nous, des gens dont la société parlait pas beaucoup avant et qui, j'espère, vont être remises à l'honneur pendant longtemps après tout ça, parce que quand même, c'est assez dingue ce que tout le monde fait, là. Ouais, j'espère qu'ils vont pouvoir souffler bientôt aussi parce que ça a l'air assez intense comme rythme pour eux. Ouais, j'ai Et, pas mal d'amis qui sont médecins qui me disent que c'est bien chaud quand même. ouais. Mm. Alors, je t'ai présenté très rapidement, mais je vais te laisser quand même expliquer un peu aux gens qui nous écoutent ce que tu fais dans la vie et même nous faire, pourquoi pas, un petit retour historique, comment tu as démarré, d'où tu viens, enfin qu'on te connaisse un peu plus. Bah, mon but dans la vie, et c'est un peu ce à quoi je passe mon temps maintenant, c'est de faire en sorte que le grand public comprenne un petit peu les grandes découvertes scientifiques d'aujourd'hui, et que le grand public soit dans la partie, en fait, qu'on soit pas, d'une part, certains experts qui connaissent les choses modernes, et d'autre part, la population qui, au final, connaît surtout Newton et tout ça, c'est-à-dire des enseignements qui ont 200-300 ans, mais de faire en sorte que la science devienne partie intégrante de la culture générale moderne, que ça ouvre les esprits, l'imaginaire, tout ça. Alors, d'où je me suis mis à faire ça. Ben, je suis scientifique au départ. J'ai fait une école d'ingénieur pour commencer en France. Après une classe prépa, etc. Ça commence à dater, mais voilà, j'ai fait ça. Et je suis parti ensuite j'ai fait d'abord un petit stage de physique théorique au CEA, là, au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Pas dans la partie militaire, parce que ça me plaît pas trop, mais surtout dans la partie astrophysique, où j'étais avec un monsieur qui s'appelle Marc Lafiezeret et Étienne Klein, deux monsieur qui m'ont un petit peu fait faire mes premiers pas dans ce domaine. Et ensuite, je suis parti en Angleterre, à l'université de Cambridge, où j'ai fait un DEA en mathématiques avancées, et ensuite une thèse de physique théorique sur les trous noirs, en gros, et un peu l'origine de l'univers, sous la direction de professeur Stephen Hawking, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est un très très grand chercheur anglais,
qui est un petit peu le père d'énormément de choses qui ont à voir avec le Big Bang, avec les trous noirs, etc. Et c'est à ses côtés, pendant quelques années, en même temps que pendant que je faisais ma thèse, je me baladais un petit peu avec lui dans le monde entier et je l'aidais à faire ses conférences grand public. Et D'accord. c'est là que j'ai commencé à réaliser l'impact que ça pouvait avoir. Alors évidemment, Hawking, c'était pas n'importe qui, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, il était un peu considéré comme un dieu dans les pays anglo-saxons et asiatiques. Un peu moins connu en France qu'ailleurs, mais quand même, c'est pas n'importe qui. Et ces conférences étaient devant des stades remplis de 10, 15 000 personnes qui venaient l'écouter, qui passaient la nuit pour être sûr d'avoir des places la veille. Et Ah bah voilà, oui, mais c'est une star. C'est un peu comme c'était avant qu'il décède malheureusement, c'était un Einstein vivant quoi. Enfin, enfin les gens le considèrent un peu comme bah, ça. c'est ça, non seulement d'un point de vue purement scientifique, il était absolument génial, mais par rapport au grand public, c'était une des grandes figures de la vulgarisation scientifique. C'était un peu l'archétype du génie, en gros, parce qu'en plus, il avait un handicap. Et du coup, c'était quelqu'un de très connu. Et donc, j'ai commencé avec lui et la vraie science, disons, et la vulgarisation à travers les conférences, etc. Et aussi à écrire des bouquins. J'ai écrit mon premier bouquin pour enfants avec lui. Il s'appelle Georges et les secrets de l'univers. Alors, vous imaginez bien que un bouquin avec le nom de Hawking dessus, bah, ça se vend plus que s'il y avait le nom de Galfard, forcément. En tout cas, pour un premier bouquin. Et du coup, il a très très bien marché et ça m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et j'ai écrit ensuite une trilogie pour enfants sur le climat, pour expliquer le réchauffement climatique aux enfants et leur donner les armes intellectuelles pour le comprendre et faire ce qu'ils ont à faire et expliquer un petit peu aux adultes ce qu'ils devraient faire aussi. Et ensuite, j'ai écrit des livres pour adultes, en particulier un qui s'appelle L'univers à portée de main, qui celui-là, pour le coup, a fait un vrai carton. J'en ai vendu Ah, que j'ai adoré moi. j'en ai vendu plus d'un million, donc ça a marché un petit peu partout. Et merci de me dire ça, c'est sympa. Et là, pour le coup, ça a changé un petit peu ma vie, hein, d'une certaine manière, parce qu'au lieu de faire des conférences juste dans les écoles en France, je me suis fait faire des conférences dans le monde entier devant, à mon tour, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et, euh, et, et, ouais, ça a un petit peu changé ma vie, en gros. Et maintenant, je suis en train de continuer à essayer de développer toutes ces méthodes de vulgarisation scientifique. Et voilà, alors juste avant que juste avant que le confinement n'intervienne, je développais des choses assez gigantesques pour de live, hein, de direct. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant de revenir tout ça. Ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Alors nous, on s'est rencontrés juste pour expliquer aux gens pendant une conférence à Metz. Moi, j'étais intervenant aussi, toi, t'étais intervenant, et en fait, t'es un peu la seule conférence que, désolé pour les autres, hein, mais t'es la seule conférence que je voulais voir qui m'intéressait, parce que j'avais lu ton bouquin, et que, du coup, quand j'ai vu que t'étais là, j'ai été en mode, je me suis installé au premier rang. Ah oui, je t'ai vu, il y Et avait je pas grand monde et t'étais en plein dedans, c'était parfait. et je t'ai posé une ou deux questions, je sais plus à la fin, mais bon, c'était marrant, mais moi, j'étais en mode, ouais, un peu en mode fanboy, quoi, c'était rigolo, parce que ouais, moi en plus j'étais un peu, je découvrais un peu le truc, donc c'était sympa. Et alors tu parles de on va dire le petit bout de route que tu as fait avec Stephen Hawking, un peu comme si c'était normal et facile, mais quelque part être, enfin travailler avec lui, etc. C'est pas donné à tout le monde quand même. C'est pas tous les étudiants qui font une thèse sur les trous noirs qui peuvent faire ça. C'est quand même quelque part que, enfin je sais pas, t'as fait tes preuves ou je sais pas, tu lui as Tu veux, tapé dans l'œil scientifiquement, entre guillemets, ou il s'est passé un truc? tu veux que je dise que j'étais vraiment super fort? Bah non, enfin après ça, je peux même pas le juger par moi-même en fait. Je sais pas si t'es super fort. Je pense que t'es super fort, mais j'en sais rien en fait techniquement. Mais lui, Non, mais enfin comment tu t'es oui, en tout retrouvé cas. en fait à bosser avec lui? Bah, D'accord, lui, lui, il est vraiment, vraiment très, très fort. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. oui, ça ouais. Et si tu veux, il y a une sorte d'examen à la fin du DEA à Cambridge, un peu pas comme partout, mais où il y a un classement et quand tu es dans les 10 premiers à la fin du DEA, tu as automatiquement une bourse de thèse de doctorat, si tu la veux, à l'université de Cambridge. Et du coup, vu que voilà, bah, j'étais dans l'équipe, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un peu tous les professeurs.
pendant 2, 3 jours où tu discutes un peu avec les professeurs. Et voilà, j'avais fini ma ronde et mon mentor, mon tuteur de DEA, elle m'a dit à la fin, est-ce que tu allais voir Steven? Alors je dis, bah non, quand même, pas Steven. Il me dit, bah, va voir quand même ta secrétaire, on sait jamais. Et j'arrive devant la porte et j'ouvre la porte de la secrétaire et qui m'accueille. Il me dit, ah, Christophe, bah, Steven veut déjeuner avec toi demain. Donc, Ah ouais. est-ce que t'es libre? Alors je dis, bah, évidemment. Et du coup, j'ai déjeuné avec lui le lendemain et on a discuté pendant, voilà, des heures et des heures, 5 heures à peu près. Et à la fin, il m'a demandé si je voulais faire ma thèse avec lui. Alors, j'ai pas dit oui tout de suite parce que c'est quand même grosse décision, hein. Et puis, il faut pas le voir d'un point de vue médiatique, il faut le voir d'un point de vue universitaire. Donc, pour le coup, Oui, ouais. c'est pas histoire de faire un documentaire et puis c'est fini. C'est pas histoire de faire un petit boulot et puis d'arrêter. Non, là, c'est 3, 4, 5, 6 ans de sa vie à bosser 18, 20 heures par jour. J'exagère, mais bon, c'est un peu l'idée. Et au final, j'ai dit oui et j'ai bossé avec lui pendant 7 ans et sur les trous noirs. Et oui, effectivement, il prenait à peu près un étudiant par an et encore, il n'en prenait pas tous les ans. Donc c'est vrai que c'est un honneur exceptionnel d'avoir côtoyé quelqu'un comme ça. Ouais, tu devais être aussi super joyeux ou je sais pas excité. Enfin, ça devait être une période, enfin, je sais pas, très stimulante, on va dire. Ah oui, ça c'était extraordinairement stimulant, extraordinairement difficile aussi, Ouais, bah parce que ouais, c'est pas j'imagine. non plus n'importe qui. Bah, le Et mec est une super tronche aussi. J'imagine que, enfin, je sais pas. Moi, j'ai déjà bossé avec des gens que je considère comme des génies. Enfin, un en ouais, particulier. Et je peux te dire que pendant un an, je bossais. Je me levais à 5 heures du mat. Je bossais avant de bosser avec lui. Et le soir, je rentrais et je rebossais encore pour me mettre au niveau. Et pendant un an, limite, je comprenais même pas ce qu'il me disait, si tu veux. Et je devais me mettre au niveau, quoi. Et après, au bout d'un an, j'ai commencé à souffler, à comprendre ce qu'il me racontait. Mais c'était un truc de fou. et une fois que tu te mets à comprendre, là pour le coup, il y a tout d'un coup quelque chose d'extrêmement agréable qui se produit, où tu peux discuter, tu peux avoir des idées, tu Oui, vois, voilà, t'étais ouais. dans le brouillard avant, et tout d'un coup, waouh, là tu te dis, wow, c'est beau, c'est cool. T'as dû ressentir la même chose, Ouais, ouais, j'imagine. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, parce qu'après, c'est super créatif, en fait. Et ça, oui, c'était une période exceptionnelle de ma vie. Pas forcément la plus facile, hein, mais. Et une fois de plus, il faut vraiment voir ça d'un point de vue universitaire, parce que c'est pas le seul génie sur Terre, hein, Hawking. C'est pas le. Il y en a d'autres, il y en a plein. Et pour tous les étudiants, c'est quelque chose de compliqué de travailler avec des gens comme ça. Déjà, de faire une thèse en soi, c'est pas simple, souvent. Mais alors, quand le degré de, de ce qui est demandé, là, d'exigence du directeur de thèse et au-delà de ce qui est connu, bah, ça devient un peu compliqué. Bon, Ouais. t'as une bonne note à ta thèse? Ça marchait pas avec des notes, ça Ouais, marchait. j'imagine, mais bon, tu sais, moi, Ouais. j'ai pas été très loin, moi, j'ai pas fait de thèse. Donc, Non, non, mais oui, oui, ça va, ça s'est bien passé. J'ai eu, bah, c'est un peu l'équivalent des félicitations, je sais pas comment tu dirais. Euh, mais ouais, mais il n'y a pas de, il y a pas de il y a note. pas de notes. Non, Les félicitations du jury. il y a même pas ça. Il y a même pas un trophée, Non. une bourse, un chèque, rien, non? Bon, bah, tant pis. Non, mais quand je suis sorti, Steven avait acheté plein de champagne, donc je me suis dit que soit il était fier de moi, soit il était vraiment content de se débarrasser de moi à la fin. Ouais, ou il avait envie de boire du champagne, peut-être. C'était tous Ou les peut-être prétextes. aussi, effectivement. Non, bah, c'est C'est cool. possible. C'est cool. Et Toi, alors, c'était bah, qui alors, ton génie à toi? bah, personne le connaît. Enfin, c'est un mec c'était mon ancien patron et donc du coup, il était dans l'informatique et il conçoit des normes en XML, enfin des trucs, enfin des, voilà, et c'est un gars qui a toujours 10 coups d'avance et voilà. Et c'était pas un Stephen Hawking, si tu veux. Mais, mais Oui, mais il y en a plein qui sont pas des Stephen Hawking qui sont extrêmement doués. ah bah ouais, mais Mais fallait le suivre en ouais. fait, c'est ça le truc, c'est que tant que t'as pas compris comment ça marchait dans sa tête, il te dit un truc, mais en fait lui il est déjà à 10 coups d'avance, donc en fait toi faut que tu refasses tout le processus intellectuel inverse pour comprendre de où il est parti, enfin par rapport à ce qu'il dit, parce que lui il est déjà arrivé si tu veux à la solution, et toi faut que tu remontes le truc pour comprendre par où il est passé, quelles étapes il a fait lui dans sa tête, et après arriver à le suivre. C'est pas forcément évident.
Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. bon, après, une fois que, puis c'est très formateur, ouais, c'est super cool. Donc voilà, Ah ouais, il s'appelle carrément. David. Je le salue Eh ben, bravo si David. un jour il écoute ça. Alors, bah, du coup, bon, tu vulgarises, de ce que je comprends, moi, d'un point de vue extérieur, tu as quand même cette passion de vulgariser quand même pour les enfants. C'est quand même ton Bah, j'ai truc d'expliquer commencé aux par enfants. ça. Ouais, mais tu continues, J'ai c'est-à-dire que, commencé par ça, mais je le fais encore un peu, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins là. d'accord, ok, Maintenant, c'était surtout sur les adultes là, depuis 2-3 ans, je fais quasi exclusivement avec les adultes. Je fais d'accord. épisodiquement pour les enfants. Parce que j'ai vu que, alors là, tu fais quelques live YouTube en ce moment, on va dire, animer ta communauté et puis continuer à faire ton boulot et puis à transmettre des choses, voilà, en direct sur YouTube. Et j'ai vu dans tes lives que bah, tu t'adresses aux adultes hein, qui te suivent, mais aussi tu t'oublies jamais les enfants. Et ça m'a marqué parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde des vidéos de vulgarisation, des confs, etc., bah, les vulgarisateurs pensent jamais aux enfants. Hein. Même moi, quand je vulgarise de l'informatique, etc., je parle pas aux enfants. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui est forcément naturel en fait. Et toi, t'as ça, et du coup, je trouvais ça vachement bien parce qu'il y a des classes qui te suivent, et voilà, il y a des profs, enfin des instits avec leurs enfants qui te suivent, et je trouvais ça très sympathique et très cool. Non, mais c'est gentil, mais c'est vrai, le genre de vulgarisation que je fais, destiné à un public familial en fait. C'est-à-dire que je veux vraiment toucher remplir les. Il y a pas mal de personnes qui se disent qu'il leur manque les bases. Tu vois, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent ou qui viennent à mes conférences, etc., qui n'ont pas vraiment fait d'études et qui du coup se retrouvent avec une sorte de frustration en se disant mais si je comprends pas, c'est parce que j'ai pas fait d'études, ou si je comprends pas, c'est parce que je suis pas allé assez loin Voilà, moi ça je veux le casser. C'est pas parce qu'on n'a pas fait des études d'histoire de l'art qu'on n'est pas capable d'apprécier un tableau. Hein, on peut tout à fait faire ça. Et ben, pareil pour la science, pareil pour la physique théorique, pareil pour les trous noirs, le Big Bang, les mondes parallèles, la physique quantique, etc. L'idée, c'est de raconter une histoire et à travers cette histoire, de donner les bases de compréhension pour que tout le monde ait accès à quelque chose et ensuite puisse aller se nourrir de tout ce qu'on peut trouver à gauche, à droite, mais qui parfois fait un petit peu l'économie du départ, Ouais, des bases. Et du coup, systématiquement dans mes conférences, je commence par les bases. Et systématiquement à la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Et il faut un petit peu plus s'accrocher. Mais le début, tout le monde peut suivre et après, on peut les réécouter ou aller voir ailleurs ou aller se piocher bah, dans l'univers à portée de main, par exemple, le bouquin que j'ai écrit que tu as lu. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire oublier aux gens que c'est potentiellement des sujets extrêmement difficiles. mm. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas lu ton livre, en gros, alors moi je l'avais acheté à la base pour l'univers, c'est-à-dire l'infiniment grand. Parce qu'au début, tu démarres un peu comme ça. Je vais pas spoiler ton bouquin. Hein. De toute façon, il y a tellement de choses dedans que ce serait impossible à raconter. Mais en fait, bah, tu fais beaucoup d'analogies, mais en gros, on s'imagine voyager en fait dans l'espace, un peu comme si on volait à travers dans les galaxies, dans l'univers, etc. Et donc, tu nous fais découvrir au fil du temps, enfin, au fil des pages, les différents, on va dire, corps, je sais pas comment on appelle ça, corps, je sais pas, enfin bref, Ouais, les corps les, célestes, les que ce corps soit les célestes, c'est ça, étoiles, les galaxies, c'était le tout mot ça. Ouais. céleste que je cherchais. Et donc, les différents corps célestes, etc. Et puis, alors, ça, moi, c'était pour ça que j'ai acheté ton bouquin. C'est-à-dire que c'était ça qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais en savoir plus sur le Big Bang, sur les trous noirs, sur les étoiles, etc. Et après, en fait, au fur et à mesure, en fait, t'emmènes les gens et tu les fais rétrécir, en fait. Donc, et à un moment, en fait, on bascule du côté de la physique quantique. Et moi, je connaissais absolument rien en physique quantique. J'avais même pas les bases, en fait. Enfin, c'était un truc très flou pour moi. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a même le plus plu, en fait, parce que, bah, peut-être parce que c'était nouveau pour moi, mais c'est le truc qui m'a donné envie après de bouffer des livres, toujours de vulgarisation, hein, je suis pas, voilà, j'ai pas de livre scientifique au sens strict du terme dessus, mais voilà, de compléter un peu ce que j'avais lu avec d'autres bouquins, d'autres trucs. Et quelque part, ça m'a vraiment, bah, je sais pas, enfin, ce qui m'a plu, en fait, là-dedans, c'est l'effort intellectuel, en fait, d'essayer de conceptualiser un truc qui est très, enfin, qui est, j'ai envie de dire, inconceptualisable. Enfin, c'est difficile, en fait, de comprendre la physique quantique,
Alors, je voudrais pas que tu nous expliques un peu, enfin, j'ai pas envie que tu nous refasses une conf comme ce que tu fais, parce que je pense que les gens sont assez grands pour aller voir déjà ce que tu as fait ou acheter ton bouquin. Mais ce que j'aimerais que tu expliques, si tu peux, aux gens qui nous écoutent, c'est enfin, peut-être un peu de partir un peu sur la physique quantique rapidement en deux mots et expliquer pourquoi c'est si difficile à comprendre, pourquoi c'est si bizarre et pourquoi même les plus grands scientifiques et les plus grands vulgarisateurs bah, comme toi ou même Stephen Hawking ou d'autres que je connais pas, euh, eux-mêmes ont du mal à expliquer comment ça marche. Bah, si tu veux, au-delà du nom de physique quantique, il y a une réalité à laquelle on est confronté en permanence, celle que nos sens perçoivent, ce qui se passe autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, etc. Bon, ben, cette réalité-là, on est quand même habitué qu'on soit scientifique ou non, on est habitué on a une sorte de sens commun, d'intuition de comment les choses doivent se dérouler. Si on lance un objet contre un verre contre un mur, bon, bah, il va se casser contre le mur, il va tomber par terre. Si on essaye de sauter en l'air, bah, on va retomber. C'est toutes ces choses-là auxquelles on pense pas nécessairement, mais qui sont d'une certaine manière acquises avant même qu'on y réfléchisse. Tu vois? C'est notre intuition du, du, Ouais, du, du monde qui nous entoure, de la réalité qui nous entoure. Bon, ben, nos sens ne nous donnent absolument pas accès à l'ensemble de ce qui est. Il y a des choses dans le tout petit qui sont loin, loin, loin au-delà de nos sens. Et il y a un moment où il se trouve que les lois de la nature ne sont plus les mêmes. Ça change, ça bascule. Et les lois de l'autre côté, là au-delà, n'ont absolument aucune raison d'être celles que notre intuition imagine qu'elles devraient être. Il y a pas de raison ouais, vraiment pour que tout soit adapté à nous, par exemple. Bon, bah, en tout cas, ça tombe bien parce que c'est pas le cas. Et dans le tout petit, les lois changent complètement. Et des notions assez simples, hein, telles que où tu es, ta position, si tu bouges, ton énergie, le temps que tu gardes cette énergie, la façon dont tu vas te déplacer d'un point A à un point B, la façon dont tu vas être ou ne pas être. Et ben toutes ces notions-là qui sont en général plutôt faciles à comprendre, et ben elles disparaissent dans le petit. C'est-à-dire qu'il faut un autre langage qui a été découvert depuis les années 1920, disons. C'est pas très longtemps, c'est 100 ans. Un autre langage qui nous permet même de conceptualiser, de comprendre, d'appréhender ce qui se passe dans le tout petit. Et cet autre langage, évidemment, il est très mathématique, c'est pour ça qu'il paraît assez bizarre, mais avec ces mathématiques-là, même si on comprend rien, on comprend les mathématiques, mais on comprend pas forcément ce que ça veut dire par rapport au réel. Et avec les mathématiques, on peut faire des prédictions en se disant non, mais si jamais les maths sont correctes, c'est complètement ridicule. Ça voudrait dire qu'un objet peut être à la fois à gauche et à droite, il peut être en haut et en bas, qu'il peut être là et pas là. C'est-à-dire qu'il peut emprunter de l'énergie au vide et sauter une barrière gigantesque, peut traverser des murs, on peut être double, etc. Et bon, ça, c'est des conclusions qui avaient été faites en pure mathématiques. Et les gens n'y croyaient pas trop, tu vois, c'était juste des jeux mathématiques pour des geeks scientifiques, tu vois, pour des nerds. Et ben tous ces nerds des geeks scientifiques, ils ont eu les prix Nobel dans les années 70 et avant, parce qu'il s'est avéré que l'expérience m'a dit qu'ils avaient raison. C'est effectivement comme ça que se comporte la nature. On l'a vu, expérimentalement. Et là, ça devient complètement absurde si on essaye de projeter sur le minuscule notre vision habituelle. C'est pour ça que c'est si difficile à expliquer, c'est que on est un peu obligé de demander à ce qu'on nous croit sur parole. Si je te dis lance un verre, il va retomber, bon ben tu peux très bien faire l'expérience toi-même. Si je te dis lance un électron et ça va passer à travers deux fentes en même temps, toi tu peux pas vraiment le faire. Il faudrait que tu ailles dans un labo, etc. pour t'en rendre compte et tu verrais que c'est vrai. Et après, il se trouve que toutes ces choses-là, ça explique absolument tout ce qui est autour de nous. Depuis le fait que tu traverses pas le sol, là, toi, pendant que tu es assis sur une chaise, ou que tu marches, parce qu'il n'y a aucune raison au final que tu traverses pas le sol, eh ben si, mais cette raison elle est quantique. C'est-à-dire qu'elle est impossible à expliquer sans des idées quantiques.
le fait que nous parlions là, parce qu'on n'est pas dans la même pièce à travers un ordinateur, etc., c'est quantique. On utilise tout ça pour les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs, absolument tout. Ça marche extraordinairement bien et c'est une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Ouais, c'est dingue, hein. Mais, mais moi, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Euh, enfin, si, je me tiens pas au courant, moi, de tout ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu les dernières nouvelles Ah. des trous noirs, s'il y en a? Je sais pas. Alors, je sais pas quand tu vas diffuser cette émission, mais j'ai fait samedi dernier, là, le 11 avril, une petite conférence sur les trous noirs d'un point de vue théorique. Alors ça avance doucement, mais un petit peu quand même, on comprend de plus en plus de choses. Mais en revanche, samedi qui vient, là, 18 avril, à 11 heures, je fais une conférence sur les découvertes observationnelles par rapport aux trous noirs. Et là, pour le coup, il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers temps. Pas mal de nouveautés. Bonne nouvelle, parce qu'en fait, l'émission, je vais la diffuser lundi, parce que j'ai un de mes invités qui m'a planté pour l'émission d'avant. Donc, du coup, elle va être diffusée là, ce lundi prochain, là, Du enfin, coup, la ouais, lundi. conférence sera en La ligne. conférence sera en ligne, mais bon, ils pourront la voir en replay. Ouais. Ouais, Voilà. exactement. Bah, elle sera toute fraîche. Et oui, bah, je te donne quelques exemples si tu veux. On découvre des trous noirs. Il y a eu, il y a à peine un mois, je sais plus exactement encore. J'ai un peu perdu la notion du temps là, avec le confinement. Mais il y a quelques semaines, disons, restons vagues. Il y a quelques semaines a été découverte l'explosion la plus colossale qui ait jamais été détectée dans notre univers, qui est liée à un trou noir. Et ça, j'en parlerai. Et c'est une explosion mais gigantesque. C'est-à-dire que la taille de notre galaxie à nous, c'est minuscule en comparaison. La Et on galaxie, risque hein. rien là, on est toujours en sécurité là, nous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle est Ok. extrêmement loin. Et puis on découvre aussi des trous noirs qui font des tailles intermédiaires, on arrive à les détecter, ce genre de choses. Non, il y a plein, expérimentalement, on découvre plein de trucs. D'accord. C'est un domaine, si tu veux, où la technologie était pas là pendant très très longtemps. Et là, maintenant, on a une technologie suffisante pour atteindre, pour réussir à détecter des choses assez belles. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, même la technologie, alors toi, j'imagine que tu as la chance de voir ces technologies fonctionner, parce que tout le monde ne peut pas se rendre dans des labos de pointe, etc., mais toi, tu peux. Les technologies, alors que ce soit pour l'infiniment petit ou l'infiniment grand, j'imagine que ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Moi, je me suis arrêté enfin, il y avait le télescope Hubble qui a quand même quelques années, et puis, enfin, je sais même pas s'il est encore toujours en fonction. Mais je crois que oui. Et puis il y a l'accélérateur de particules au CERN, à cheval sur la France et la Suisse, il me semble. Il y a d'autres technologies de dingue comme ça qui sont en fonction et qui permettent justement d'aller plus loin dans les images qu'on a de l'univers ou plus loin dans l'infiniment petit. Bah, Hubble, effectivement, il est encore en activité, mais il est sur la fin, là. Et il y en a un nouveau qui va être lancé. Je crois que ça vient d'être reporté. Il devait être lancé cette année, l'année prochaine, mais je crois que ça a été reporté d'un an encore. Il s'appelle le James Webb Telescope, qui est censé être au moins 10 fois plus puissant que Hubble. Et donc ça, c'est extraordinaire. Mais Hubble avait quelque chose de particulier, c'est que les images qu'il nous envoyait, que tout le monde peut trouver sur Internet, qui sont d'une beauté féerique, c'est presque incroyable la beauté des images qui sont prises dans l'espace par Hubble. Mais le côté exceptionnel d'Hubble, c'est que les images étaient en lumière visible. C'est-à-dire que c'est les vraies couleurs. C'est ce qu'on verrait si nos yeux étaient, Ah ouais, d'accord. si nos yeux étaient de la taille de Hubble, en gros, du télescope. Alors que le James Webb, ce sera des lumières qui sont pas exactement celles que nos yeux perçoivent, pas toutes en tout cas. Et du coup, ça nous fait des images reconstituées. Elles seront absolument splendides aussi, hein, ça change pas grand-chose. Mais psychologiquement et émotionnellement, de savoir que les images d'Hubble sont en vraie couleur, c'était quelque chose de particulier, je trouve. Ensuite, pour les accélérateurs de particules, oui, il y en a plein. Et puis, il y a surtout le détecteur d'ondes gravitationnelles, là, qui a quelques années maintenant, qui a découvert pour la première fois des ondes gravitationnelles et qui nous permet de voir des choses différentes. Et il y a effectivement des détecteurs qui sont toujours plus puissants, toujours plus malins, toujours plus... Alors ça, c'est marrant parce que c'est des détecteurs qui marchent sur Terre, en gros,
mais en gros, c'est un peu des pièges qu'on pose en labo et on voit qu'il y a des trucs qui passent à travers, quoi, c'est Bah, ça? c'est pareil pour les télescopes, hein. Les télescopes, de toute façon, toutes les détections, c'est lorsqu'on attrape quelque chose qui passe. Oui. C'est pas une... Oui. Oui, mais le télescope, tu vois, on est obligé de le mettre dans l'espace pour avoir des belles images, tu vois ce que je veux dire? Alors, ça dépend des télescopes, justement, parce que le télescope Hubble, étant en lumière visible, il est, il serait peiné sur Terre, parce qu'il y a toute l'atmosphère qui bloque une grosse partie de la lumière visible. Mais il y a d'autres télescopes qui sont sur Terre, en ondes radio par exemple, qui n'ont pas besoin d'être dans l'espace. Ou ceux qui sont gigantesques, comme celui de James Bond là, à Puerto Rico, à Arecibo, pardon, euh, et qui fait 300 mètres de large, ça on peut pas le mettre dans l'espace par exemple. On peut pas le mettre dans l'espace. Oui. Et ces télescopes-là, ils utilisent une forme de lumière, hein, d'onde électromagnétique, pour qui le ciel est transparent. Donc ça change pas grand-chose d'être dans l'espace ou pas pour elle, pour ces lumières-là, pour ces ondes électromagnétiques-là. D'accord. Mais c'est quand même ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des télescopes qui sont à des endroits particuliers, parce que c'est là où on va pouvoir avoir les plus belles images, entre guillemets. Mais ces systèmes d'interception non gravitationnelle, je veux dire, je pourrais en avoir un dans mon bureau, en gros, enfin, je simplifie un peu, mais ça marcherait aussi bien que si on en avait un, je sais pas, n'importe où sur la planète. Parce que de toute façon, toutes ces particules, ces ondes, je sais pas comment on appelle ça, traversent Gravitationnelle, de ouais. partout. Les ondes gravitationnelles traversent un peu de partout. J'imagine, hein, je sais pas. Et il y a un autre détecteur, les détecteurs à neutrinos, qui sont des particules qui interagissent presque pas avec rien du tout. Et ceux-là aussi, pareil, ils font en général comme les détecteurs en gravitationnels, on peut effectivement les mettre partout, mais il faut les mettre dans des endroits où il y a justement pas de bruit. Parce que dès que tu mets du bruit, ben, ça peut fausser tous les calculs. Donc, C'est fou. pour les ondes gravitationnelles, par exemple, faut les mettre à une température qui est quasi le zéro absolu et créer des conditions dans lesquelles il n'y a absolument aucun impact sismologique. Et une voiture qui va rouler à 10 km ou plus du détecteur, ça peut détruire la détection. Donc, c'est vraiment, cependant, on peut pas vraiment le mettre dans ton bureau à toi, Ouais, ni dans mon congélateur. à moins que tu sois vraiment super équipé. Ouais, je serais loin du zéro absolu, quoi. Et pareil pour les neutrinos, ils sont en général, soit il y en a un au fond de la Méditerranée, il y en a d'autres à l'intérieur des montagnes. On creuse des tunnels pour le mettre au milieu des montagnes, pour être isolé de tout bruit et toute pollution euh, qui pourrait nuire aux détections. Ah ouais, c'est dingue, hein, on se rend Ouais. pas compte. Non, C'est génial. mais il y en a partout. Ça, il y en a en Italie, il y a une expérience française du CERN euh, qui est, sur laquelle a travaillé Kouchner, par exemple, que je connais, que j'ai rencontré quelques fois, qui travaillait là-dessus, un Français, un chercheur français. Et il y en a au Japon, il y en a. Et si vous avez l'occasion de regarder, ou peut-être que tu peux le mettre en lien, il y a un détecteur qui s'appelle le Super Kamiokande au Japon. La vision de l'endroit est exceptionnelle. C'est au fond d'une montagne, c'est une bulle tellement futuriste. Et si vous regardez une photo où il y a une barque avec des gens qui sont sur l'eau, vous allez avoir une petite idée de la taille de l'endroit creusé dans une montagne. C'est phénoménal. D'accord. Ah ouais, bah ouais, c'est des outils quand même qui prennent de la place, quoi, et qui ont quand même quelques besoins, on va dire, qu'il y ait quelques conditions à respecter quand même pour que ça fonctionne. Absolument. Ouais, c'est génial. Enfin bon, après, il y a un truc que les gens savent peut-être pas, ceux qui nous écoutent, si vous vous intéressez pas trop à la physique quantique, c'est que moi, ce qui m'avait un peu scotché, j'en avais pas conscience en fait, et c'est grâce à toi que j'en ai pris conscience, c'est que on est en permanence traversé par des particules quantiques, voilà, je dis particules, je sais pas si c'est le bon terme, parce que c'est aussi à la fois des ondes. Bah ici, les neutrinos, par exemple, dont on parlait à l'instant, il y en a 50 milliards qui te traversent par centimètre carré de ta peau par seconde. Voilà, et alors ce qui est marrant, c'est que ces neutrinos se faufilent entre mes particules à moi quantiques de mon corps, en gros. C'est comme ça que Oh, j'ai ils les compris. voient même pas. Ah, ils les voient même pas. Non, D'accord. ils vont tout droit, ils se rendent même pas compte que t'es là. Non, mais ça, c'est un truc de fou parce qu'on se dit que
Enfin, je sais pas. Elles sont extrêmement snobs, ces particules. C'est génial. Et on sait toujours pas à quoi elles servent, en fait, quelque part. Enfin, Bah, on sait d'où elles viennent. Une partie de celles-là, celles dont je te parle, viennent du Soleil en grande partie, d'accord. euh, qui émet ces neutrinos à l'intérieur de son cœur et une fois qu'ils sont émis pour décharger de l'énergie, ça part dans l'espace dans toutes les directions. Un peu comme une douche. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu expliquais aussi, c'est on est à cheval sur donc enfin, on se représente souvent ça comme des espèces de petites billes, de boules, de particules, quoi, des billes microscopiques qui se baladent, voilà, comme on représente souvent les photons aussi comme ça pour la lumière. Mais en réalité, on est un peu entre ça et enfin, j'exagère un peu, mais une onde en fait, c'est ça, hein, une espèce d'onde. Et je sais pas l'expliquer, mais peut-être que tu pourras l'expliquer mieux que moi, je pense. Mais quelque part, je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, tout n'est que des ondes. Parce que bah moi, voilà, moi quand j'allume mon Wi-Fi, je me dis cool, ma vidéo YouTube, elle passe sous la forme d'ondes. Enfin, tu vois, des choses comme ça un peu. Et en fait, matérialiser ça, enfin, j'allais dire, transporter ça en- sur des utilisations qu'on connaît comme la radio, la télé, Internet, etc., avec des ondes, voilà, si c'est des ondes, mais transporter ça au niveau du vivant et de tout ce qu'on a sur Terre, en se disant que moi, mon corps, en fait, c'est juste un assemblage d'ondes, quelque part. Donc, quelque part, je suis une grosse onde radio. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'exagère un peu, mais c'est comme ça que je l'imagine. Alors, peut-être que je me trompe, tu vas peut-être pouvoir me corriger. Bah, une fois de plus, c'est ça le gros souci avec la physique quantique, c'est dès l'instant où on essaie de projeter des images qu'on comprend pour que ça ait un sens, ou même que ça interpelle, eh ben ça marche plus. C'est-à-dire que tu peux tout à fait effectivement dire que les particules sont des ondes, mais tu peux aussi dire que c'est des particules, et dès l'instant où tu vas en dire un et tu vas dire que ça, eh ben tu vas pouvoir faire des expériences où c'est faux. Tu vas pouvoir faire des expériences où c'est vrai et des expériences où c'est faux. C'est autre chose. Les particules fondamentales sont autre chose. C'est décrit par une chose autre. Ça a un nom, mais c'est un nom mathématique. Du coup, j'ai pas envie de le dire parce que je le dirai à la fin, parce que ça perturbe un peu. Mais disons que c'est un autre objet, quelque chose d'autre, qui, lorsque tu veux lui trouver des caractéristiques de petite boule, va avoir des caractéristiques de petite boule. Et quand tu veux lui trouver des caractéristiques d'onde, comme une vague, va avoir des caractéristiques de vague. Lorsque vous avez la petite boule, bah, elle va pas passer à travers deux trous en même temps. Et lorsque vous avez la petite vague, oui, ça peut passer à travers deux trous en même temps. Mais dans les deux cas, c'est un peu des deux. Jusqu'au moment où tu regardes. L'intervention que tu vas faire, la façon dont tu vas interagir avec elle, va changer ses caractéristiques et redevenir un temps seulement peut-être quelque chose que tu peux comprendre avant de à nouveau disparaître et redevenir quelque chose d'incompréhensible par rapport à notre intuition habituelle. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les particules de ton corps font partie de ce monde quantique. Et il se trouve qu'étant en contact les unes avec les autres, et vu qu'il y en a plein dans ton corps, euh, que tu manges beaucoup ou non, ça change rien, il y en a plein. Bon, il y en Ça a change vraiment rien. plein. Et là, quand il y en a plein, bah, elles s'arrangent d'une certaine manière qui est pas totalement comprise encore, et pour donner quelque chose comme toi, ou quelqu'un comme toi, ou quelque chose comme les choses qui nous entourent, qui sont macroscopiques et qui ont les propriétés qu'on leur connaît, que notre intuition conçoit. Donc il y a une sorte de transition qui a lieu quelque part entre ce monde du minuscule qui est si difficile à comprendre, mais qu'il nous faut accepter hein, parce qu'il est là, et notre monde de perception qui lui est différent. Et la transition entre les deux, ben, on ne sait pas exactement où elle est, mais clairement tu es fabriqué de particules quantiques. Si je prends un électron de ton corps, il est quantique. Le fait qu'on te voit, que la lumière rebondit sur ton corps, c'est quantique. C'est la lumière qui est Ouais. absorbée par les atomes, les électrons qui sont dans ton corps, qui vont gigoter et réémettre de la lumière après, à chaque fois. Alors, je vais te poser une autre question, juste pour clôturer après sur tout ce qui est quantique, et après on parlera d'autres choses. Euh, quantique, maintenant, c'est un mot un peu business charlatan aussi pour pas mal de trucs.
C'est-à-dire des gens pas scientifiques qui vont inventer, je sais pas, de l'homéopathie quantique, je sais pas quoi, de la conscience quantique, enfin, il y a plein de trucs quantiques comme ça qui n'ont rien à voir avec de la science. Toi, c'est quoi ton point de vue un peu là-dessus? Est-ce que ce serait je vais dire entre guillemets, des, enfin, des gens quelque part qui extrapolent un peu ce qu'il y a de quantique et puis qui émettent des hypothèses qui pourraient être vraies ou pas, ou est-ce que c'est vraiment tout acheté? Est-ce que c'est juste de l'arnaque et juste ton point de vue? Tout est acheté. Tout est acheté, Ouais, il y a d'accord. même pas de discussion. Il y, a- il D'accord. y, a- il y, a- il y en a pas un ou une qui disent pas des conneries. D'accord. Ok. Bon, moi, je connais pas tous ces trucs-là, mais j'ai déjà vu passer en fait des trucs un peu comme ça. Ouais, mais non, non, rien. D'accord. On n'en Rien du parlera tout. pas plus alors. Non, on peut, hein, si tu veux, ça me Alors, dérange absolument pas, mais c'est très bien de prévenir, mais dès qu'on met, en fait, il y a tellement d'interrogations on- quand un scientifique dit on comprend pas, et qu'un gars ou une nana vient derrière en disant regardez, même les scientifiques comprennent pas, du coup, on peut guérir en étant quantique, et ben ça, c'est du charlatanisme, c'est de l'arnaque, et ça devrait être puni par la loi, moi, je trouve. mais tu vois, par exemple, moi, je vais à la Fnac, je regarde dans le rayon science, hein, donc il y a ton bouquin, il y en a d'autres, etc. Et puis j'en prends un qui m'a l'air bien, tu vois, qui parle de physique quantique, d'univers, etc. Et je commence à le lire, et puis en fait, au bout de quelques pages, donc je l'achète, hein, tu vois, je commence à lire, et au bout de quelques pages, je me rends compte qu'en fait, la personne qui l'a écrit, bah, enfin, parle de vrais trucs, hein, de exactement la même chose de ce que tu as mis dans ton livre, hein, entre guillemets, enfin, donc voilà, avec des vraies notions scientifiques, et ensuite commence à extrapoler en te disant que quelque part, peut-être que ton âme aussi, en fait, c'est des particules quantiques, et du coup, quand tu meurs, bah, en fait, il y a une partie qui s'échappe et ton âme, enfin en gros t'es toujours vivant de manière quantique quelque part. Enfin, et donc bon, j'ai arrêté la lecture du bouquin parce que ça m'a saoulé, mais voilà, mais quelque part je me suis un peu fait tromper, on va dire. Je me Ouais, suis- bah, absolument, absolument. Mais par exemple, pour citer personne, Deepak Chopra, bah, c'est de la Oui. pure arnaque, mais pure arnaque. C'est hallucinant que Il des parle de gars comme quantique, ça, dit pas que ouais, Chopin, d'accord. ouais, de médecine quantique, etc., corps quantique, etc. Alors on est de l'ordre de la religion un peu, enfin, de la croyance. Bah oui, mais dans ce cas-là, autant mettre un autre mot que quantique. Oui, c'est vrai. Le truc, c'est pas, c'est de la religion, croyance absolument, mais qui veut faire croire qu'elle se base sur des données scientifiques. Ce qui est Ouais, ouais, c'est vrai que absolument c'est pas le très cas. peur. Donc voilà, si ceux qui écoutent hésitaient un jour à acheter ces bouquins, ben l'achetez pas. Ouais, ou si vous les lisez, considérez que Non, moi c'est je trouve que c'est une arnaque. ouais, vous les lisez pas. Non, vous pouvez les lire, mais les achetez pas. Ouais, Je- d'accord. Piratez-les, c'est bien. Piratez-les, Euh, exactement. alors, on va changer un Vous pouvez peu de pirater sujet. les miens aussi, hein, si vous voulez. Vous pouvez les lire. Oh non, non, non. Donc, je t'ai posé quelques questions avant qu'on démarre l'émission, et dans les sujets qui t'intéressent, tu parles aussi de futur et de passé lointain. Alors, bon, moi, le futur, j'y pense pas trop. Le passé lointain, j'y pensais pas trop jusqu'à il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est bah, les temps géologiques, tu sais, même avant l'arrivée des dinosaures, en gros, hein, avec les différentes vies qu'a eu la Terre bien avant même l'apparition de la vie sur Terre, etc. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai pas encore fini de lire les bouquins parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de ressources là-dessus, en fait, intéressant. Donc, j'étais obligé d'acheter des livres que les étudiants doivent acheter pour faire des cours, enfin, pour devenir géologue ou ce genre de choses. Euh, Bah, tu vas être content avec mon prochain bouquin, là. ah, cool. Et du coup, bah, je voudrais un peu, que tu nous parles un peu enfin, déjà, pourquoi tu as cette passion un peu du futur et du passé lointain? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans d'explorer un peu ça intellectuellement ou même, on va dire, avec la somme des connaissances que les scientifiques ont récoltées? Et bah, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tout ça? Bah, c'est vaste, hein, mais le l'idée, même pas, il y a un lien avec la physique quantique et ça, dans le sens où la découverte de certaines lois dans la nature nous permet de nous projeter. Trouver une loi, c'est finalement réussir à prédire l'avenir. Quand tu as la loi de Newton, si tu lances une pomme, bah, la loi de Newton peut te prédire où va tomber la pomme après l'avoir lancée de telle ou telle manière. Ouais, Donc d'une certaine manière,
tu peux prédire l'avenir grâce à ces lois-là. Et tu peux aussi reconstituer le passé, y trouver des confirmations, affirmations sur ce que tu penses, etc. Et au final, l'ensemble de tout ça, pour moi, correspond à l'écriture d'une histoire, notre histoire, l'histoire de l'univers. Et j'adore l'idée de raconter l'histoire et de trouver les tenants et aboutissants de l'histoire de notre réalité. Il y a quelque chose d'assez grisant là-dedans, je trouvais de rassurant dans Ouais. l'idée qu'on est potentiellement capable de reconstituer un passé, de prédire un avenir. J'aime Ah, beaucoup ça. d'accord. Ok, c'est cool. Alors, reconstituer un passé, je vois bien, parce que bah, les mecs vont faire des carottes, des carottes dans le sol et Ouais, mais on peut commencer. aller plus loin. Ça, c'est pour la Terre. T'as raison. Pour la Terre, on peut faire Oui, les carottes dans le sol. On peut essayer de reconstituer à travers, grâce à ce qu'on a. Et les traces sont éparses. Et il y en a pas partout parce que la Terre se recycle d'elle-même. Donc, tout disparaît au bout d'un moment. Mais par endroits, il y a des trucs qui restent. Et ça nous donne des sortes de clins d'œil, pardon, des petites fenêtres sur des moments révolus. Je trouve ça génial. Mais ça marche aussi pour l'espace, avec les étoiles lointaines qui nous permettent, en comprenant les lois de la physique autour de nous, on comprend le fonctionnement des étoiles lointaines et ça nous permet de regarder ailleurs comment ça se passe. Ça nous a permis de comprendre comment le Soleil et la Terre sont nés, par exemple. Ça nous permet voilà, de donner une unité et une structure globale à l'univers tout entier. Et à partir de ces lois-là, de la même manière qu'on peut retracer le passé, on peut voir aussi dans l'espace, par exemple, le, le destin d'autres mondes qui, pour certains d'entre eux, vont être plus vieux que la Terre, donc qui sont peut-être passés par notre étape euh, avant de devenir ce qu'on en voit aujourd'hui. Et du coup, ça nous permet d'avoir des exemples de futurs potentiels pour nous aussi. c'est tellement, c'est tellement, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas, ça fait rêver et c'est inspirant parce que moi, je vois ça un peu comme des espèces je sais pas, d'univers parallèles, même si c'est pas des univers parallèles, mais euh, je sais pas, enfin, tout est possible en fait quelque part. On peut se dire ça comme ça. C'est-à-dire que même la physique quantique en elle-même, c'est un peu comme si on avait trouvé, je sais pas, un truc, enfin, ce côté où on découvre quelque chose dont on n'avait même pas conscience avant. En fait. Moi, je trouve ça très grisant. Ouais, ça c'est super, ça. Et tu ouvres Ouais, une c'est hyper porte grisant. et en fait, derrière, il y a tout un T'as raison, univers c'est hyper grisant. à explorer, quoi. Et en fait, bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on découvre des choses dans le passé, peut-être qu'on va découvrir des choses, même comme on voit encore maintenant. Là, j'ai vu, même dans le vivant, hein, des mecs ont trouvé je sais pas, un organisme vivant qui peut fonctionner sans oxygène, totalement sans oxygène. En fait. Donc, apparemment, il y a des trucs comme ça là qui vont tomber. Alors, je vais pas creuser plus, hein, mais si tu veux, je vais pas dire chaque jour, mais on trouve des trucs tout le temps en permanence qui remettent pas, enfin pas forcément tout en question, mais c'est un peu comme une espèce de puzzle et des fois il y a des univers entiers derrière. Et je trouve ça, enfin je trouve ça, je dis univers, mais univers intellectuel, quoi. Univers de monde à explorer, de trucs. C'est vrai qu'on pourrait se dire que, je sais pas, sur une planète lointaine, il y a peut-être, je sais pas, des milliards d'années, des êtres vivants comme nous qui ont vécu et qui étaient beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Ça pourrait être possible, probable. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas fermé. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis que tout est possible en fait. C'est ça qui me plaît bien dans le truc. Bah, tout, je sais pas, mais en tout cas, c'est certain que il y a tellement de choses à découvrir encore que c'en est phénoménalement grisant. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que l'important quelque part dans la préservation de notre planète, notre environnement et tout, si on fait pas ça, on n'aura jamais l'occasion de découvrir ces choses nouvelles. On devra faire face à des catastrophes, à des choses de plus en plus, comme les scientifiques l'ont prévu et annoncé depuis quand même bien longtemps maintenant. Mais alors qu'on devrait faire tellement attention à ce qui nous entoure, d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui l'hostilité du reste de l'univers. On sait la rareté d'une planète telle que la Terre, on la connaît. L'hostilité de tout ce qui se passe dès qu'on quitte le ciel, bah, c'est catastrophiquement pas pour nous, quoi. Et pourtant, il faut qu'on y aille.
Et pourtant, il faut qu'on s'étale un peu dans l'espace, qu'on découvre d'autres mondes, etc. Mais il nous faut le temps et la préservation de nos ressources et de notre environnement, ne serait-ce que pour y arriver. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais, mais c'est très frustrant, je pense, pour toi, pour les scientifiques, pour tous ceux qui s'intéressent à la science, de se dire, putain, tout ce temps qu'on perd, je sais pas, à se battre, à faire des conneries, à polluer, etc., Ah ouais, c'est insupportable. c'est insupportable, c'est à devenir fou. Enfin, Complètement. ouais, ouais, alors qu'il y aurait tellement de choses à aller explorer. Mais bon, je comprends, je comprends. Et alors, sur le futur, qu'est-ce que tu peux me dire? Enfin, comment est-ce que toi, tu t'appréhendes je te demande pas de faire une prédiction, hein, c'est pas ça, mais vu que tu es passionné de ce qu'il y a dans le passé lointain, comment est-ce que tu raccroches les wagons entre le passé lointain, la physique quantique, tout ce que tu connais, avec, enfin, comment est-ce qu'on peut après imaginer le futur ou voir le futur, ou je sais pas. Bah, nous, justement, on est un peu ce passage entre le passé et le futur. Et ce qui nous permet d'appréhender le futur, je pense que c'est l'héritage qu'on a de nos ancêtres par rapport aux découvertes qui ont été faites. Et ces découvertes, par exemple, aujourd'hui, là, depuis quelques années, on a la physique quantique qui a complètement transformé notre monde. Ne serait-ce qu'avec ce qu'on disait, le téléphone portable, ordinateur, toutes ces choses-là, ça a transformé l'humanité complètement. Et il y a plein d'autres technologies comme ça qui, peut-être que d'une certaine manière, par rapport à la simulation des choses, les ordinateurs quantiques, lorsqu'on arrivera à en fabriquer avec suffisamment avec des puces suffisamment contenant suffisamment de qubits, on pourra modéliser des choses phénoménales, comme par exemple la molécule d'ARN du coronavirus. Peut-être qu'en quelques semaines, on arrivera à déchiffrer comment ça fonctionne, sa géométrie en 3 dimensions, comment l'attaquer, etc. Peut-être que ça, c'est des choses qui, dès qu'on aura ce genre d'outils de calcul, peut-être que c'est ce genre de choses qui appartiendront au passé, des pandémies telles qu'on les vit maintenant. J'en sais rien. Mais il y a ça, il y a la conquête de l'espace. Ça, c'est d'un point de vue pratique, tout ce que je te dis là, mais Ouais, ouais, ouais. d'un point de vue théorique, il y a les découvertes qui se font là, maintenant, auront un impact dans 20, 30, 40, 50 ans, et c'est impossible à dire. Si tu crois que les Schrödinger, Dirac, Einstein, Bohr, Heisenberg, etc., en posant les bases fondamentales de la physique quantique, se disaient que ça allait nous servir pour avoir euh, Netflix sur nos téléphones portables, Ils auraient peut-être arrêté. je n'aurais arrêté Ils auraient jamais, brûlé quoi. tous leurs travaux. Il se serait dit, ah non, ça vaut pas le coup. Et alors, justement, moi, je voudrais savoir, alors, j'ai bien compris ton rôle de vulgarisateur, je vais dire écrivain, en tout cas, même, enfin, voilà, les bouquins, les confs, etc. Est-ce que tu fais aussi, toi, je sais pas, de la recherche de ton côté, la recherche fondamentale? Est-ce que t'as encore ce rôle, Alors non, j'en fais plus. Je suis même pas rattaché à une université là depuis quelques années maintenant. Le temps passe vite. Et je travaille de mon coin avec des collègues évidemment hein, qui eux sont encore à l'université, enfin qui sont encore académiques. Et mais je travaille surtout dans mon coin. J'ai de compte à rendre à personne. Alors moi, tu vois, par exemple, je vais te dire un truc, c'est quand j'étais en entreprise, on va dire ça comme ça, j'étais vraiment en contact avec le monde de l'entreprise. Donc quand j'abordais des sujets sur mon site, c'était des problématiques réelles, éprouvées en entreprise. Et c'est pas toujours évident quand on est un peu détaché, on va dire, du monde réel, de ce qui se fait de la pointe. Alors, il faut se tenir au courant, il faut faire beaucoup de veille, il faut aller discuter avec d'autres gens, mais on n'est pas quelque part les mains dans le cambouis tout le temps, et du coup, on est un peu détaché et vulgarisé des choses qui sont, enfin, expliquer aux gens comment ça fonctionne, alors que soi-même, on n'y est pas forcément confronté toute la journée. Ça demande de reproduire un peu certains scénarios, ou en tout cas d'aller creuser les sujets, et voilà, on est un peu déconnecté en fait, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu ressens ça toi aussi à ton niveau, ou est-ce que les publications scientifiques, tes collègues, etc., ça suffit à te maintenir quelque part à niveau, quoi? Alors là, je suis par exemple sur les sujets sur lesquels je travaille en ce moment qui sont pas mes sujets d'expertise de départ. Le discuter avec les gens, écrire, lire, écouter, prendre
dans les journaux scientifiques, dans les publications, etc., et en discuter, ça me suffit largement parce que je peux pas refaire une carrière de 10 ans de recherche dans un autre domaine. C'est pas possible. Et même par rapport à l'univers à portée de main, ce que je raconte dans l'univers à portée de main, c'est la base. C'est pas le, on arrive jusqu'à des trucs modernes, si tu veux, mais je rentre pas Oui. dans les détails des calculs et ce genre de choses. C'est C'est pas pas, la cible, c'est pas la cible. non, c'est pas le Ouais. but. Et du coup, pour faire ça, comme je te dis, mon but, c'est de donner des portes d'ouverture au, des ouvertures au grand public, des données qui sont honnêtes, fiables, et sur lesquelles ils peuvent se reposer, et ensuite aller voir les choses qui sont plus profondes, que je comprends pour la plupart, mais évidemment pas tout, même dans mon domaine de recherche, hein, et pour comprendre les journaux, les articles qui paraissent maintenant, ben parfois ça peut me prendre 2 semaines, hein. Et c'était le cas déjà à l'époque. Il y a tellement de domaines différents, de visions différentes, mais il y a des bases communes. Et c'est ces bases-là que j'essaie d'acquérir pour moi et de retransmettre derrière. Bah, c'est très bien. Bah, c'est un peu ce que je fais aussi, moi. Mais pas sur de la science, plutôt sur de l'informatique. Ah ouais, mais il faut qu'il y ait des gens comme nous qui fassent ça. C'est important. Et alors, tiens, je vais te poser une question, parce que t'en as pas marre de, de vulgariser, de parler de science tout le temps. Est-ce que il y a d'autres sujets qui t'intéressent qui sont pas du tout de la science? Je sais pas, la cuisine, les voyages, Ah bah oui, les petits papillons, évidemment. Évidemment. j'en sais rien. Bah là, par exemple, j'ai pas arrêté de cuisiner là depuis 15 jours et j'adore ça. J'aime bien. Mais en général, j'ai moins le temps, mais là, je l'ai fait. Et si, les voyages, bah là, j'ai voyagé dans les trois quarts du monde depuis 3 ans. Là, et j'adore ça. Pour faire des conférences, pour aller voir des endroits. J'avais même fait un documentaire pour la BBC il y a quelques années où je m'étais retrouvé au pôle Nord, au désert d'Atacama et tout ça. C'est super. J'adore. Mais ça reste toujours lié à la science, quelque part, tes voyages. Ah oui, pardon, mais on peut dire que tout est de la science. C'est comme si tu dis à un poète, est-ce que ça t'embête pas de faire de la poésie et tu préférerais pas aller marcher dans un champ de fleurs? Ben, c'est poétique. Ou dans une Oui, rue oui, sombre oui. à la nuit. Ouais, Tout mais je veux devient. dire, c'est pas que j'ai envie de connaître tes jardins secrets, mais t'as peut-être, enfin, moi, je comprends ce Ah bah côté si tu veux, passion. je fais de la boxe thaï. Ah Si bah ça voilà! si... Ah bah voilà, non mais c'est ça que je cherchais, c'était J'adore. d'autres trucs qui te passionnent mais qui ont rien à voir avec la science, tu vois, ou en tout cas, Non, non, mais j'adore ça, j'adore nager, bah, j'adore vivre, quoi. J'adore bouffer, j'adore boire. mais c'est pas des choses, par exemple, tu vas pas nous sortir une vidéo sur la boxe thaï ou alors un livre sur la cuisine ou sur le vin. Ah non, non, Mais non. tu pourrais dans l'absolu. Non, non, je crois pas. Je préfère que les gens parlent de leur domaine à eux, tu vois. Ah, t'es comme Je suis ça, pas, je toi. suis, D'accord. ouais. Moi, ça Ça va m'agace. quand même. Je trouve que c'est agaçant de ranger les gens dans des cases et je trouve ça intéressant Absolument. de. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, C'est de prétendre être expert de tout lorsque tu es expert dans quelque chose. C'est ça qui m'énerve. Et ça, il y en a beaucoup qui font, même des prix Nobel, hein, qui se laissent berner eux-mêmes, si tu veux. De croire que leur domaine d'expertise leur donne le caractère d'expert sur tout. Je préfère 1000 fois écouter une vidéo d'un grand prof de boxe thaï que moi, quoi. oui, mais après, quand C'est- on reste sur le domaine de la vulgarisation, tu vois, t'es pas obligé de maîtriser un sujet à fond. Non, mais je suis d'accord, mais dans ce cas, il faudrait que je travaille énormément, mais ça m'amuse moins. Non, mais c'était juste pour savoir un peu. Donc, t'en as pas marre, en fait, quelque part, de vulgariser. En fait, le truc, c'est que, bon, j'ai regardé plusieurs de tes comptes, j'ai lu ton livre, etc. Et quelque part, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours la même chose. Donc, quelque Oui, part, tu rabâches toujours la même chose. Enfin, entre alors guillemets. c'est vrai pour les conférences qui sont en ligne, parce que mais les 99% de mes conférences, je les ai pas, j'ai refusé qu'elles soient en ligne. Et du coup, je fais des choses très différentes du coup. Celles qui sont en ligne et que j'accepte d'être en ligne, c'est parce que je les ai déjà mises en ligne, donc ça me dérange pas qu'elles y soient 2, 3, 4 fois, ça me dérange D'accord, pas ouais. vu qu'elles y sont déjà. Mais celles qui sont pas en ligne, alors là pour le coup j'en ai plein. Et celle-là, je veux pas qu'elle soit filmée parce que j'aimais bien l'idée du live. Mais bon, vu que le live est en train de disparaître à cause du confinement, peut-être que je vais finir un jour par en enregistrer pour qu'elle soit en ligne aussi, sur le vivant, sur le futur, sur le. Bah, toi, t'en avais vu une sur l'ordinateur quantique, je crois, ou Oui, l'intelligence artificielle. Bon, ben, c'est ouais. ce genre de choses.
c'était ça, ouais. Et les domaines scientifiques ou en biologie ou je sais pas quoi, ils sont tellement vastes que qu'il y a tellement de choses à dire. Mais oui, moi j'aimais bien et que les gens viennent, qu'on soit là, qu'on discute ensemble, qu'on puisse me poser des questions. Mais je vais devoir trouver une autre formule, là. Alors moi, bah tiens, si tu veux des idées, alors moi, tu vois, par exemple, en ce moment, alors, c'est juste on discute entre nous, hein, donc les gens qui nous écoutent, bah, vous allez profiter de ce petit hors-sujet, mais euh, par exemple, moi, bon, je fais du YouTube, voilà, j'écris beaucoup sur le site, le blog, etc. Et là, je suis en train de regarder pour faire bah, des formations, c'est-à-dire c'est moi qui me filme et qui quelque part fait quelque chose. C'est comme une vidéo YouTube, si tu veux, mais beaucoup plus conséquente, de plusieurs heures. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre un savoir pour des gens après qui veulent bah, se former sur des technologies, voilà, pour apprendre vraiment à faire les choses. Et ça, ce serait pas quelque chose que tu aurais envie d'explorer, c'est-à-dire faire de la formation, expliquer par exemple des gens, bah, c'est même pas forcément des gens qui se destinent professionnellement au truc, mais de leur expliquer, bah, par exemple, une formation de plusieurs heures uniquement sur les trous noirs, Bah si, bien sûr que si. Si, si, j'adore ça. parce que Et ça, je l'ai proposé. tu pourrais gagner ta vie avec ça aussi, Oui, tu mais vois. ça, je l'ai proposé par exemple déjà en entreprise ou pour du grand public ou pour ce genre de truc, D'accord. effectivement. Alors ça, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y pencher encore beaucoup, mais parce que j'avais d'autres projets, mais peut-être que je le ferai à un moment ou à un autre. Bon, on pourra en reparler alors. Ouais. Euh, alors, quoi d'autre? Écoute, je regarde un peu ce que dans les questions que je t'avais posées. Je te demandais dans les questions quel message tu voulais transmettre à l'humanité. Tu m'as répondu que nous pouvons nous offrir une éternité. Donc, c'est un par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ou ça n'a rien à voir? Mais non, ça a à voir avec tout ça. L'idée, c'est que on est capable, en réfléchissant bien, de comprendre des problèmes qui vont se poser à nous. On est capable de trouver des solutions. On est extrêmement ingénieux par rapport à notre compréhension et on peut faire des énormes bêtises, tout comme on peut faire des choses extrêmement malines. Et l'idée, c'est que en utilisant la science, on peut s'offrir une forme d'éternité. Parce que si on laisse la nature faire, d'une certaine manière, l'humanité est de toute façon euh, destinée à disparaître. On est la première forme de vie qu'on connaisse, en tout cas sur Terre, qui, grâce à sa compréhension scientifique du monde, peut être plus fort que les dangers naturels qui nous entourent. Alors on peut en créer évidemment aussi, comme ce qui est le cas avec le coronavirus. Non pas qu'on ait fabriqué le virus, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais de nous mettre en contact avec des régions des régions de la Terre qui étaient jusque-là loin de nous dont on était protégé grâce à la nature Oui, ou elle-même. une guerre nucléaire, ou la pollution. Oui, ou ce genre de truc, mais même par rapport au virus, on se met en contact avec des virus qui n'atteignaient pas l'homme avant à cause de nos bêtises. Et bon, bref, on a la capacité de se détruire, certes, mais ça, la nature le fera aussi. Mais on a aussi la capacité de nous offrir une sorte d'éternité, d'aller dans l'espace, d'exister sur d'autres mondes, etc. Et de trouver des solutions aux maladies, etc. Et il y a quelque chose d'extrêmement positif, je trouve, dans la recherche humaine. C'est vrai. Ça, c'est un beau message. Alors, on va conclure rapidement. Est-ce que tu pourrais me donner, juste pour conclure, un, un livre, un film, de la musique que toi t'apprécies, que tu auras envie de partager avec les gens qui nous écoutent? Moi, j'adore James Brown, donc on peut mettre The Payback, par exemple. J'adore cette musique. C'est absolument sublime. Ok. Puis The Payback, je trouve que c'est pas mal en ce moment. C'est un peu la nature qui prend sa revanche là sur les humains. Parce que c'est drôle cette pandémie là qui est autour de nous, le coronavirus et ça. Parce que quand on y pense, ça ne touche que les humains là. Le reste de la Oui. nature est tranquille. Ils s'en fichent royalement. Sont d'autant mieux, quoi. Ah, Et les ça, animaux, ouais. et ça va toucher même pas 0,5% de la population mondiale au final. En tout cas, on espère. Le maximum, ce serait 2-3%. Bon, quand bien même ce serait 2-3%, ce qui serait un ravage monumental. Mais quand bien même, ce serait loin, 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 loin d'être ce qu'on appelle une extinction. Ce
qu'on fait Oui, subir à d'autres espèces où les extinctions sont de l'ordre de 90, 95, 99%. Ça donne une petite idée de ce qu'on est en train de faire subir. Et de payback, du coup, c'est peut-être pas si mal. l'espèce humaine serait-elle un virus? Ouais, non, je n'irai pas jusqu'à dire ce genre de choses. Alors bon, alors bah écoute, je te remercie beaucoup. Alors pour te retrouver, alors évidemment comme tes conférences dans les cinémas à Paris, etc. sont ou même ailleurs sont Bah, se reprendront produisent probablement tous à les la ans. rentrée, mais on verra bien, on sait pas trop. Voilà. Je crois que tu m'avais dit que tu faisais des confs tous les samedis à 11 heures sur YouTube, c'est ça? Exactement. J'ai créé une chaîne là il y a trois semaines pour l'occasion. Je sais pas si elle restera après, mais en tout cas elle est là. C'est Christophe Galfard Science. Voilà, donc bah, cherchez ça et puis suivez en live ou en différé. Après, il y a les replays, etc. Et c'est Je vais vraiment c'est à l'arrache hein, parce que j'ai quasi pas de connexion internet. Tu m'avais donné deux trois conseils, mais j'ai pas assez de bande passante pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment à l'arrache, donc faut être indulgent. On peut l'écouter, on n'est pas obligé de regarder. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, je te souhaite bon vent, hein, continue bien et puis À toi à la aussi. prochaine. Merci Corben, à bientôt.